Elles sont puissantes, magiques et souvent angoissantes. Les créatures fabuleuses de nos contes et de nos cauchemars. Mais comment se fait-il que l'on retrouve certains de ces êtres chimériques aux quatre coins du monde et de tout temps? Y a-t-il un fond de vérité derrière les mythes? En cherchant quels monstres bien réels peuvent se cacher derrière les animaux de légende, les spécialistes font d'étonnantes découvertes. Venu de nulle part, il surgit des brumes de l'histoire, le dragon. C'est l'une des créatures fantastiques les plus connues et les plus anciennes. Il joue un rôle de premier plan dans d'innombrables contes et légendes d'hier et d'aujourd'hui, tout autour du globe. S'il est souvent un adversaire redoutable, il peut aussi être un puissant allié. Le dragon est l'une des plus anciennes créatures fabuleuses sorties de l'imagination des hommes. On le trouve chez les Germains, mais aussi chez les Romains, puis dans les légendes chrétiennes. On le retrouve également en Asie orientale, en Chine, en Corée, au Japon. Partout, le dragon fait partie du bestiaire fantastique depuis la nuit des temps. Dans le monde occidental, l'une des histoires de dragons les plus célèbres est la légende des Nibelungen. Le prince germanique Siegfried y affronte vaillamment un dragon. Les rôles sont clairement définis. Le dragon représente le mal et le héros a pour mission d'anéantir cette bête féroce afin de protéger le pays et ses habitants. En se baignant dans le sang du dragon, le vainqueur s'approprie sa force et devient invincible. Le dragon que combat Siegfried est un monstre gigantesque et extrêmement dangereux dont seul un héros peut triompher. On le retrouve dans certaines hagiographies, comme la légende de Saint Georges triomphant du dragon avec sa lance, ou celle de Saint Sylvestre. Dans l'Europe du Moyen Âge, le dragon est le mal personnifié. Il l'est déjà dans la Bible, qui mentionne un combat mémorable. Celui de l'archange Michel terrassant le dragon, raconté dans l'Apocalypse. À en croire son auteur, l'apôtre Jean, ce dragon-là n'est autre que Satan. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. N'oublions pas que dans la symbolique religieuse du Moyen Âge, le dragon représente l'enfer. Dans l'art pictural chrétien, l'entrée de l'enfer est représentée sous la forme d'une gueule de dragon grande ouverte. Depuis le IXe siècle, l'entrée de l'enfer prend souvent la forme d'une gueule de dragon béante qui menace les pécheurs de ses dents acérées avant de les entraîner dans les profondeurs d'un abîme où ils seront dévorés par les flammes. Mais comment se fait-il que le dragon incarne aussi bien le diable que l'enfer où brûle l'âme des damnés? L'Islande nous fournit une réponse plausible. Les paysages de la plus grande île volcanique du monde ont inspiré les légendes les plus mystérieuses. Pour les gens d'ici, les êtres fantastiques font partie du quotidien. Le biologiste Tryggvi Gunnarsson travaille en des lieux particulièrement empreints de mystère et de magie. Il foule ici le sol de Brennisteinsfjöll, la montagne de soufre, dans le sud de l'Islande. Derrière chaque rocher pourrait se cacher un monstre. Mais s'il est un volcan particulièrement évocateur, c'est bien le Trinukaggigur. On peut plonger dans ses entrailles comme dans les profondeurs de l'enfer. Ce volcan n'est pas seulement le puits de lave le plus profond sur Terre, c'est aussi l'un des seuls cônes de cendres de notre planète dont la chambre magmatique soit accessible aux hommes.
Une sorte d'ascenseur permet de descendre par un étroit tunnel vertical jusqu'au fond de la chambre magmatique à 120 mètres de profondeur. Dans le cœur du volcan, éteint bien sûr, un monde extraordinaire s'ouvre à nos yeux. On se croirait dans une cathédrale, tant ses dimensions sont imposantes. En se retirant, la lave a laissé des reliefs scoriacés qui, à la lumière des projecteurs, ont des reflets rouges, or, vert ou encore violet. Ça sent le soufre, comme le souffle d'un dragon. C'est l'antre parfait pour un dragon, avec toute cette activité volcanique, ces couleurs magnifiques. Et l'œil du dragon là-haut, on dirait qu'il veille sur son trésor. L'orifice qui laisse passer la lumière évoque en effet l'œil d'une créature redoutable qui surveillerait les visiteurs. De tout temps, les grottes ont été des lieux surprenants, mais aussi effrayants. Dans l'imaginaire collectif, le danger a pris les traits d'un monstre endormi qu'il ne fallait surtout pas réveiller. Il y a beaucoup de grottes et elles sont sombres et souvent humides. Nombre d'entre elles n'ont pas été visitées depuis des millénaires. Quoi qu'on y trouve, cela ne peut être que très étrange. Sur le plan psychique, elles représentent le réceptacle de toutes les peurs, dans lequel on projette tout ce que l'on redoute. Le dragon incarne donc souvent ce que l'homme craint plus que tout. Dans la culture chrétienne, c'est le diable et l'enfer. Mais cet animal mythique est né bien avant la chrétienté. En grec ancien, le terme drakon signifie « celui qui regarde fixement ». Au départ, le mot désignait tout serpent non venimeux de grande taille. Quiconque a déjà vu un serpent géant gober sa proie imaginera sans mal qu'un tel animal puisse réveiller des peurs ancestrales. Les dragons serpents sumériens de la période d'Uruk, ville de l'ancienne Mésopotamie, comptent parmi les premières représentations de dragons du monde. Ces créatures, dotées d'un puissant cou de serpent et d'un corps d'ongulé, remontent à environ 5000 ans. On peut supposer que des témoins d'une scène comme celle-ci, n'ayant pas réussi à bien distinguer le chasseur de sa proie, ont fait de deux animaux un seul. Une fois sa victime engloutie, le prédateur n'a plus tout à fait une forme de serpent. Un serpent constricteur en train de digérer une proie pourrait avoir inspiré de nombreuses représentations du dragon bipède. Les dragons d'Orient sont incontestablement inspirés du serpent. Mais ils préfèrent les univers aquatiques aux cavernes. Contrairement aux monstres occidentaux, les dragons d'Asie font l'objet de représentations somptueuses, glorifiantes et omniprésentes. Et aucun héros ne veut s'en prendre à eux. Bien sûr, il y a des dragons dangereux en Asie orientale aussi. Disons des dragons qui veulent du mal aux hommes. Mais de façon générale, dans le monde asiatique, le dragon inspire le respect, voire la vénération. C'est un être surpuissant dont on veut s'attirer les faveurs. En Chine, le philosophe Wang Fu décrit dès le IIe siècle le dragon comme un être hybride caractérisé par les traits de 9 animaux. Il possède les bois d'un cervidé, la tête d'un cheval, des yeux de lièvre, un ventre de mollusque, des écailles de carpe et des pattes de lion terminées par des serres d'aigle. Ses oreilles sont celles d'un bovidé et son cou fait penser au serpent. Les caractéristiques de ces animaux se retrouvent elles aussi chez le dragon. Pour les empereurs de Chine, dont la domination s'étend sur de nombreux peuples, le dragon est un symbole de puissance.
Ils se voient même comme les descendants de dragons célestes. C'est pourquoi le trône impérial, depuis lequel l'empereur règne sur son immense empire, s'appelle le trône du dragon. Sous les anciennes dynasties, on attribuait à l'empereur le pouvoir de contrôler les phénomènes météorologiques qui étaient d'une importance cruciale pour l'agriculture, tout comme les saisons. Selon les croyances chinoises, les changements de saison étaient directement provoqués par certains rituels impériaux, lors desquels on invoquait très souvent un ou plusieurs dragons, car on les considérait comme les maîtres des éléments. Ainsi, le mur aux 9 dragons dans la cité interdite de Pékin montre d'imposantes créatures surgissant des flots et provoquant le vent et la pluie. Elles sont à l'origine également des moussons qui, pour les Asiatiques, peuvent être une bénédiction ou une malédiction. En effet, des pluies trop abondantes sont tout aussi fatales aux cultures que de trop faibles précipitations. Aujourd'hui encore, les représentations du dragon sont nombreuses dans les métropoles asiatiques. Son rôle ne se limite plus au déclenchement des phénomènes météorologiques et on le considère plus généralement comme un porte-bonheur. Le Nouvel An chinois est ainsi toujours placé sous le signe du dragon. Qui l'honore comme il se doit sera chanceux toute l'année. Alors que le dragon oriental n'a pas besoin d'ailes pour voler, le dragon occidental a très tôt été pourvu d'ailes gigantesques. Mais d'où vient l'idée d'un dragon ailé? La première mention d'un serpent volant remonte à un récit d'Hérodote datant de 450 avant Jésus-Christ. L'historien grec raconte qu'à chaque printemps, la ville égyptienne de Bouto était attaquée par d'épouvantables serpents ailés, dont les gardiens de la ville ont finalement réussi à se débarrasser. Cette représentation des reptiles volants est née des descriptions qu'il en a faites. Il est allé lui-même en Égypte pour vérifier ses dires. Il a parlé à des prêtres égyptiens qui l'ont emmené dans une vallée en plein désert et lui ont montré ce qu'ils considéraient comme des squelettes de serpents ailés. Il y en avait énormément, à en croire Hérodote. On ne sait pas ce qu'il a réellement vu, mais il y a fort à parier qu'il s'agissait de fossiles, d'un amoncellement de squelettes fossilisés méconnaissables pour les Égyptiens, qui les ont pris pour des serpents ailés. Les paléontologues ont découvert en Égypte beaucoup de fossiles de dinosaures, de reptiles volants préhistoriques. Il est tentant de penser que c'est ce qu'a vu Hérodote. Longtemps, les chercheurs n'ont pas fait le rapprochement entre les dragons et ces fossiles, car les premières mentions et représentations artistiques de dragons avaient été faites autour de la mer Méditerranée, dans des régions où aucun fossile de ptérosaure n'avait jamais été retrouvé. Ce n'est que récemment que des recherches ont eu lieu en Afrique du Nord. Découverte surprenante. Au Crétacé, il y a 100 millions d'années, le Sahara n'était pas peuplé uniquement d'animaux se déplaçant au sol, mais aussi de vertébrés volants, des ptérosaures. Avec une envergure de 5 mètres, ces volatiles du secondaire étaient très impressionnants. Que pouvait penser un homme de l'Antiquité en découvrant les ossements d'un tel animal? Et quelle créature pouvait-il imaginer lorsqu'aux os de ptérosaures se mêlaient ceux d'autres animaux préhistoriques? Mettez-vous dans la peau d'un fermier de l'époque d'Homère, donc du 8e siècle avant notre ère.
Vous êtes en train de labourer votre champ quand soudain vous exhumez ce qui ressemble, de par sa forme, à un fémur. Et vous vous rendez compte que ce fémur est plus grand que vous. Vous n'allez pas le jeter, vous allez chercher une explication. Les Grecs et les Romains étaient tout excités quand ils faisaient de telles trouvailles, qui étaient pour eux autant de preuves que des personnages héroïques, des géants ou des monstres avaient peuplé leur pays à l'âge d'or de la mythologie. Ils apportaient donc ces fossiles dans les temples et décrétaient que c'étaient des os de monstres. La scène représentée sur ce vase peint corinthien du VIe siècle avant Jésus-Christ révèle la prédilection des Grecs pour les fossiles. On y voit Hercule affrontant le monstre marin Céto, apparaissant ici sous la forme d'un énorme crâne fossilisé et non, comme de coutume, sous les traits d'un dragon ou d'un serpent. Néanmoins, les fossiles n'expliquent pas tout. Pourquoi les dragons crachent-ils du feu et sèment-ils la mort et la destruction? Dans le monde arabe médiéval, le dragon est un symbole astronomique et astrologique très répandu. Au Xe siècle, on mentionne pour la première fois dans le livre des étoiles fixes un gigantesque dragon vivant dans le ciel et provoquant des éclipses de soleil et de lune. On le croit également responsable de l'apparition de comètes. Dans l'Europe chrétienne, on voyait même des dragons dans les corps célestes. Quand, en 1533, une pluie de météorites s'abat sur la Bohème et le Falkland, un chroniqueur écrit « Une nuée de dragons coiffés de couronnes d'or volait dans les cieux ». Mais de l'Islande à l'Indonésie et de la Chine au bassin méditerranéen, les dragons cracheurs de feu ont pour principale source d'inspiration les volcans. Dans l'Antiquité, de nombreux peuples tentaient d'expliquer les phénomènes naturels qui dépassaient leur entendement, comme un brusque bouleversement géologique, un tremblement de terre, une éruption volcanique ou une inondation, en faisant porter la responsabilité de ces phénomènes à des monstres, et tout particulièrement à des monstres enfouis sous terre. Mais pourquoi y a-t-il toujours eu des hommes pour vivre dans des régions à risque, à proximité des volcans par exemple? La réponse est simple, parce que les sols y sont très fertiles et qu'on y trouve de l'or. Les volcans sont comme des monts de charge. Les mécanismes éruptifs propulsent l'or hors du cratère avec le magma. Dans la chambre magmatique, il y a ce qu'on appelle des phases aqueuses, qui contiennent de l'or dissous. En remontant à la surface, l'eau refroidit. Et c'est ainsi que se forment des filons d'or. Si l'on considère la répartition des mines d'or les plus productives sur la planète, force est de constater qu'elles se trouvent toutes dans des zones à haute activité sismique. Un volcan est donc une sorte de geyser, une source non pas d'eau chaude, mais d'or jaillissant par intermittence. Les volcans les plus lucratifs peuvent renfermer jusqu'à 1300 tonnes d'or. La voilà, la raison originelle, celle pour laquelle il fallait tuer le dragon, parce qu'il gardait un trésor. Initialement, le héros qui se risquait à affronter la bête ne voulait pas sauver le monde, il n'avait qu'une chose en tête, s'emparer de l'or du dragon. Si le héros grec Héraclès tue l'Adon, un reptile colossal doté de 100 têtes, c'est pour dérober les pommes d'or qui sont sous sa garde dans le jardin des Hespérides. De même, dans la mythologie nordique, si Sigurd entreprend de tuer le dragon Fafnir, il n'a d'autre but que de lui voler son trésor. En revanche, dans la chanson de Nibelungen, version christianisée du mythe, son pendant allemand Siegfried le fait pour libérer son pays. Le dragon Fafnir défendait un joli magot. C'est là un leitmotiv international. Dragons, serpents ou monstres en tout genre défendent bien souvent des trésors, et tout particulièrement de l'or. Concernant les griffons gardiens d'or, certains spécialistes ont émis l'hypothèse selon laquelle ils auraient été inventés par les chercheurs d'or de Scythie dans le but de protéger leurs trésors,
ces bêtes féroces attaquant quiconque s'approche trop près des gisements d'or. Je trouve cette théorie fascinante. Et là où fume un volcan, il y a de l'or à prendre. Certaines de ces terribles créatures seraient donc une invention des chercheurs d'or destinés à protéger leurs mines des voleurs. Si beaucoup d'animaux fantastiques sont terrifiants, d'autres ont des allures plus rassurantes, tel cet ongulé à cornes frontales. Aujourd'hui, la licorne, loin d'évoquer un monstre, renvoie à un animal fabuleux, rare et pur. Mais que cache cette apparence si séduisante ? On dit qu'il ne faut pas s'approcher d'une licorne à moins d'être aussi pur qu'elle. Ce privilège est ainsi réservé aux jeunes femmes encore vierges. Elles seules peuvent approcher et toucher l'animal sans danger. Tous les autres meurent transpercés par sa corne ou à son simple contact. Cet animal plein de grâce est-il donc lui aussi un monstre cruel ? Une licorne n'est pas un cheval ordinaire. Elle a une arme pointue sur la tête. On peut donc s'en servir, par exemple, pour menacer les enfants. Si tu n'es pas sage, ou si tu n'as pas le cœur pur, la licorne viendra. C'est exactement comme le père Fouettard, avec un aspect plus joli, ce qui fait encore plus peur. Au Moyen-Âge, le côté agressif de la licorne est très apprécié des chevaliers qui font apparaître l'animal sur leurs armoiries comme un symbole de courage et de force. Elle y est représentée comme un animal impétueux armé d'une corne pointue comme une épée. L'origine du mythe de la licorne demeure énigmatique. Longtemps, on a pensé qu'elle pouvait être inspirée de l'oryx. De profil, cette antilope ressemble à maintes représentations de licornes. Jules César a lui-même dressé un portrait de ce qui pourrait être une licorne dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Il la voit comme un bœuf ayant la forme d'un cerf et portant au milieu du front, entre les oreilles, une seule corne, plus élevée et plus droite que les cornes qui nous sont connues. On a ensuite cru que le taureau cornu de la porte d'Ishtar, à Babylone, dont la représentation de profil ne laisse apparaître qu'une seule corne, pouvait être à l'origine du mythe. Mais cette hypothèse est considérée aujourd'hui comme peu probable. Nous ne savons pas précisément d'où vient le mythe de la licorne. Mais ce genre de théorie simpliste, selon lesquelles la représentation de profil de taureau à Babylone y serait pour quelque chose, est désormais rejetée. Au Moyen-Orient, des animaux fabuleux de ce type peuplent les légendes depuis très longtemps. En Inde aussi, les premières représentations de licornes font penser à des taureaux. Avec le temps, l'aspect de la licorne évoluera. Elle prendra parfois les traits d'un cheval et parfois ceux d'un âne. Ici, une jeune vierge piège une licorne à peine plus grande qu'une chèvre. Le fait que la licorne ne puisse être capturée que par une vierge, dans la tradition médiévale, est un message chrétien. Tout comme le Christ ne pouvait être mis au monde que par la Vierge Marie, la licorne ne peut être attrapée que par une jeune femme encore pure. Pour les chrétiens, elle devient le symbole de la puissance divine, ce qui ne les empêche pas de vouloir la traquer, car on prête à l'animal et surtout à sa corne des pouvoirs magiques. Au Moyen-Âge, personne ne semble y voir de contradiction.
Hildegarde de Bingen est pour sa part convaincue des vertus thérapeutiques des licornes. Cette abbesse, Renan, s'est fait connaître par ses descriptions de méthodes curatives et a beaucoup contribué au développement de la médecine populaire. Ces méthodes lui apparaissent dans des visions qui lui enseignent les pouvoirs médicinaux des plantes, des pierres et de la licorne. Fabriquez un onguent avec du foie de licorne, préconise-t-elle, et vous guérirez les lépreux. Faites-vous des chaussures en cuir de licorne, elles protégeront vos pieds et vos jambes de toutes les maladies. Les pouvoirs magiques de la corne de licorne intéressent avant tout les riches et les puissants. Jusqu'au Moyen-Âge tardif, on était prêt à s'en procurer à n'importe quel prix et elle se vendait 20 fois son poids en or. Votre grâce, ma route me mène du pays des licornes tout droit à votre cour. Le pays des licornes? Maintenant, ce serait plutôt le pays des sans-cornes. Voilà tout ce que j'ai. Au-delà de ses vertus curatives, elle permettrait de détecter les poisons. À son contact, un breuvage empoisonné se met à mousser. Et le modèle de poche. Allez, fais voir, fais voir. Mais pour vous, votre grâce, ma corne à boire est aussi magique, Seigneur. Plus d'un souverain maudit espère vivre plus longtemps grâce au pouvoir de la licorne. Les principaux importateurs de cette denrée rare sont les Vikings. En réalité, ces cornes de licorne sont des défenses de narval. De forme hélicoïdale, la longue dent frontale portée par les mâles peut atteindre 3 mètres et peser jusqu'à 10 kilos. Les Vikings chassent ces mammifères marins à grande échelle dans la mer du Nord. Puis ils écoulent leurs marchandises convoitées dans toute l'Europe. Du XIIIe siècle au début du XVIIe siècle, ils ont le monopole très lucratif des produits associés à la licorne. Bien entendu, on finit par découvrir la véritable provenance de ces cornes. Mais au lieu de dénoncer la supercherie, on choisit de s'accommoder de la réalité en adaptant le mythe. On parlera dès lors de licorne des mers. Tant que la crainte d'être démasqué empêche les empoisonneurs de commettre leurs méfaits, la corne à boire exerce son action anti-poison. Mais lorsque le meurtrier est fermement décidé à faire tomber le souverain détesté, elle reste hélas sans effet. Pendant longtemps, les scientifiques ont fait peu de cas de la licorne, la reléguant au rang de créature chimérique. Mais récemment, la question de l'origine du mythe a piqué leur curiosité. Le professeur Andrei Shpansky de l'université de Tomsk en Sibérie occidentale se rend régulièrement sur les rives de l'Irtych, dans une région du Kazakhstan où les paléontologues retrouvent fréquemment des restes d'animaux préhistoriques. Pour Andrei Shpansky, cette rivière est à la fois une aubaine et une calamité. Les ossements et autres restes de grands mammifères sont généralement découverts sur les terrains alluviaux, le long des rivières. Souvent à proximité de sols argileux ou de terrains sédimentaires. La rivière emporte les eaux, puis elle les rejette sur des plages ou des bancs de sable. Et elle les recouvre rapidement de sable. Voilà la raison pour laquelle ils se conservent bien. Les fouilles ici sont périlleuses et ne sont possibles que quelques mois dans l'année. Le reste du temps, entre le gel et les sables mouvants, les rives de l'Irtych sont impraticables.
Le paléontologue travaille avec une simple pelle, en plus du harnais bien sûr. Il s'intéresse principalement aux fossiles d'animaux géants ayant vécu au Kazakhstan en des temps ancestraux. Sa trouvaille du jour, une omoplate de mammouth. Mais sa découverte la plus importante, Andrei ne l'a pas exhumée lui-même. Elle est exposée au Muséum d'histoire naturelle situé dans la ville de Pavlodar, dans le nord-est du Kazakhstan. Il s'agit d'un crâne fossilisé doté d'une mystérieuse protubérance frontale. Andrei a été le premier à comprendre qu'il appartenait à la vraie licorne, celle de Sibérie, l'Elasmotherium sibiricum. La forme du crâne de l'Elasmotherium est différente de celle des crânes des rhinocéros de la préhistoire et d'aujourd'hui. Les rhinocéros possèdent en règle générale deux cornes, une sur le nez et une sur le front. On les range donc dans la catégorie des rhinocéros bicornes. Mais l'Elasmotherium n'avait qu'une seule protubérance au milieu du crâne. Et sur cette protubérance poussait une corne monumentale. On peut donc parler d'un unicorne ou d'une licorne. L'Elasmotherium faisait partie des plus grands animaux d'Eurasie à l'époque glaciaire. Jusqu'à présent, on n'avait pas imaginé que le mythe de la licorne ait pu s'en inspirer. Pourquoi? Parce qu'on tenait pour exclu la possibilité d'une rencontre avec l'homme. Au stade actuel de nos connaissances, l'animal se serait éteint il y a 350 000 ans. Mais le crâne découvert par un paysan kazakh il y a 30 ans dans un village situé sur les rives de l'Irtik pourrait changer la donne. D'autres crânes d'Elasmotherium ont été retrouvés au Kazakhstan et en Russie, mais selon Andrei Shpansky, celui-ci est particulier. C'est pourquoi il aurait aimé pouvoir examiner d'autres parties du squelette de l'animal. Mais voilà longtemps que la rivière a emporté le reste des ossements. Les premières études de ce crâne ont montré qu'il ne présentait pas de différence fondamentale avec ceux qui ont été retrouvés par le passé. Ils sont tous assez semblables par leur taille et leur structure. Mais ce crâne se distingue des autres par le fait qu'il est incroyablement bien conservé. Pour tenter de déterminer son âge, nous avons fait procéder à une datation par le carbone 14. Selon une première datation effectuée en 2016, le crâne ne serait vieux que de 29 000 ans. C'est une découverte tellement sensationnelle qu'Andrei Shpansky souhaite faire procéder à une nouvelle datation par un autre laboratoire en 2017. Si l'on obtenait le même résultat, cela voudrait dire que les histoires de licornes pourraient bien trouver leur origine chez l'Elasmotherium. La découverte de ce crâne d'Elasmotherium, relativement jeune à l'échelle des âges géologiques, indique que l'animal pourrait avoir vécu au Paléolithique supérieur, donc à la même époque qu'Homo sapiens. Même s'il n'a pas dû croiser sa route très souvent, il est possible qu'il ait donné lieu à de telles légendes. Des peintures rupestres comme celle de Rouffignac avaient déjà amené certains paléontologues à croire que l'homme moderne avait pu croiser des Elasmotherium. Le souvenir des licornes géantes aurait ensuite été transmis de génération en génération par la tradition orale. Jusqu'à ce jour, il manquait une preuve concrète pour appuyer cette thèse. Cette preuve n'est pas encore apportée avec certitude, car la datation de l'échantillon de crâne réalisé en 2016 à la demande de Shpansky n'est pas fiable à 100%. Selon le laboratoire, l'échantillon était très petit et sans doute corrompu.
Sarah Talamo, de l'Institut Max Planck à Leipzig, doit faire la lumière sur l'âge de cet unicorne sibérien. Elle a déjà rectifié plus d'une datation erronée. La datation par le carbone 14 est une technique qui permet de dater de la matière organique vieille au plus de 50 000 ans. L'opération est très délicate, car il arrive fréquemment que les échantillons soient pollués par du carbone plus récent, ce qu'il faut à tout prix éviter. Les échantillons peuvent être corrompus également par d'autres matières organiques, par celui qui les prélève, les emballe ou les stocke. Ces impuretés doivent être écartées pour pouvoir déterminer l'âge d'un fragment d'os pré- ou proto-historique. À l'Institut Max Planck, nous sommes spécialisés dans les échantillons osseux. Pour les dater, il faut en extraire le collagène. Le processus comprend de nombreuses étapes. La première consiste à déminéraliser l'os. Par la suite, pour écarter toute pollution, nous employons la méthode de l'ultrafiltration. Le collagène épuré est envoyé au centre d'archéométrie de Mannheim, où on procède à la datation par le radiocarbone. Le résultat est déconcertant. Pour l'élasmotherium, nous avons reçu les résultats de Mannheim. Et il semble que le crâne soit vieux de plus de 49 000 ans, si bien qu'on ne peut pas déterminer précisément son âge. Si l'élasmotherium est bien une vraie licorne préhistorique, il ne peut pas être à l'origine de la légende. Mais c'est peut-être justement le mystère qui plane sur son origine qui fait le charme de cette créature enchanteresse. Les monstres ne sont pas un phénomène des temps anciens et révolus. On en crée encore aujourd'hui. En 1995, dans le nord-ouest de Porto Rico. Un paysan du village de Canovanas s'en va nourrir ses chèvres comme chaque matin. Mais quand il pénètre dans la chèvrerie, toutes les bêtes ne viennent pas à sa rencontre. Inquiet, il cherche celles qui manquent à l'appel. Raoul! Qui a tué ces animaux? Ou qu'est-ce qui les a tués? Chupacabra. Chupacabra, littéralement le sus-chèvre, est le nom donné à la créature qu'on tient pour responsable de la mort de centaines d'animaux à des dates très rapprochées. La presse locale parle de cadavres épouvantablement mutilés. Même le vétérinaire est perturbé par le fait qu'il n'y ait pas de sang autour des plaies des animaux. Les bêtes avaient de petites blessures circulaires d'1 centimètre de diamètre et elles étaient presque vidées de leur sang. J'ignore quel genre d'animal peut faire ça. Les descriptions qu'en font de prétendus témoins sont discordantes. Ils sont cependant d'accord sur un point. Le chupacabra possède des crocs particulièrement longs et des griffes acérées. À Porto Rico, l'angoisse s'installe. Les troupeaux constituent le moyen de subsistance des paysans. Plus le temps passe, plus la bête prend des allures de monstre dans l'imaginaire des Portoricains. Elle finit par avoir la taille d'un humain lorsqu'elle se dresse sur ses pattes arrière. L'histoire du chupacabra aurait pu rester une histoire à caractère local.
Mais les descriptions du monstre deviennent de plus en plus fantastiques. D'aucuns auraient aperçu un démon aux yeux rouges dépourvu de poils et hérissé d'épines. Porto Rico est l'une des pointes du triangle des Bermudes, théâtre, selon la légende, de nombreuses disparitions. Le Chupacabra attire donc l'attention de personnes qui s'intéressent par ailleurs au monde extraterrestre. Des ufologues autoproclamés prétendent avoir vu des ovnis à des distances inhabituelles autour du triangle des Bermudes. Nous pensons qu'il s'agit d'un animal créé par l'homme et qui s'est reproduit de façon incontrôlée. Et nous avons identifié une tendance. Avant les mutilations, on aperçoit toujours un ovni dans la zone. Avec le battage médiatique, la légende du Chupacabra se répand. Il élargit son terrain de chasse à de vastes régions d'Amérique centrale et du Sud, et même des États-Unis. Comme d'autres monstres avant lui, il sert d'explication à des phénomènes mystérieux et cristallise autour de lui les peurs diffuses des hommes. Si je veux croire à un monstre parce que c'est plus facile, alors ce n'est pas moi qui suis bizarre et qui ai un regard tronqué sur le monde. Le monstre existe, ce sont les autres qui ne le voient pas. Moi je suis parfaitement normal, c'est le monstre qui pose problème. Voilà comment ces croyances se répandent à une vitesse folle. Internet véhicule de nombreuses histoires à dormir debout, ce qu'on appelle les légendes urbaines. Des images du Slenderman, de méduses géantes, d'inquiétantes sirènes et d'autres étranges créatures circulent sur la toile. Rien ne fait aussi vite le tour du web qu'une théorie du complot. Les monstres qui circulent sur Internet sont facilement identifiables comme étant des créations de l'esprit. On peut savoir quand, où et même par qui ils ont été inventés. Dans une ferme isolée du sud du Texas, vit une femme qui a beaucoup contribué à nourrir l'hystérie autour du Chupacabra. Plus de 91 000 pages Internet la relient au monstre. Phyllis Canyon a été la première, en 2007, à pouvoir présenter les restes d'un Chupacabra, ce qui lui a valu de devenir une star du net. Je vous conduis à l'endroit où j'ai vu le monstre pour la première fois, peu importe son nom. Phyllis a entendu parler du Chupacabra. Quand un matin, elle retrouve une grande partie de ses poules mortes dans le poulailler, elle est sûre que c'est un coup du monstre. Il était là, à moins de 10 mètres de moi. Nous nous sommes regardés. Je n'ai pas eu peur de lui, et il ne semblait pas avoir peur de moi non plus. Puis je me suis demandé, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de voir? J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, mais je n'ai jamais vu d'animal aussi étrange. Après ça, il est parti, tout simplement. La traque du Chupacabra devient une obsession pour Phyllis. Une quinzaine de poules sont mortes de la même façon, vidées de leur sang. Et quelqu'un m'a proposé de construire une cage pour tenter de piéger l'animal. On mettait les poules ici. Des mois durant, Phyllis utilise ses poules comme appât dans l'espoir de piéger le Chupacabra, sans succès. On a attrapé un opossum, un raton laveur, une moufette, un tatou. Tout ce qu'on peut imaginer.
Mais le chupacabra était trop malin. On a essayé pendant des mois. On espérait pouvoir recueillir au moins un peu d'ADN. Et pour finir, il s'est fait renverser par une voiture sur la route devant notre ranch. Voilà comment il est arrivé en ma possession. Est-ce bien le chupacabra? Certains éléments de sa description concordent. Il a bien d'immenses crocs, de longues griffes et une peau grise dépourvue de poils. Phyllis fait empailler le cadavre. Depuis, il est au centre de sa vie. La question demeure. Qu'est-ce que c'est? Alors que Phyllis essaie de résoudre cette énigme, la légende se répand. Plus ancrée que jamais dans la réalité, elle fait le tour du monde avec l'aide d'éminentes personnalités. L'acteur Johnny Depp est connu pour ses scandales. Un monstre moderne peut être bien utile pour se tirer de situations difficiles. L'histoire se déroule en 2015 à Tokyo. Johnny Depp doit présenter son nouveau film dans une conférence de presse. Mais les journalistes l'attendront en vain. Le lendemain, il fournit une explication étonnante. J'ai été attaqué hier matin par un animal rare et rarement observé, qu'on appelle chupacabra. L'histoire de Johnny Depp luttant contre le chupacabra fait le buzz. Je l'ai combattu pendant des heures. C'est un animal coriace et très méchant. Cet exemple illustre parfaitement la facilité avec laquelle, à l'ère des médias, une simple farce peut se transformer en théorie du complot. Je l'ai jeté du 23e étage. On ne le reverra jamais. Mais derrière le chupacabra, comme derrière tous les monstres, il y a un animal bien réel. À l'Université de Californie de Davis, on analyse l'ADN du spécimen de Phyllis Canyon. Le résultat du test ADN de lignée maternelle a indiqué que l'ADN mitochondrial était celui du coyote. L'examen du chromosome Y, qui renseigne sur la lignée paternelle, a donné un résultat intéressant, car on a identifié un chromosome Y qui n'existe à notre connaissance que chez le loup du Mexique. Il a été réintroduit relativement récemment dans cette zone médiane de l'Amérique. Mais cela ne nous a pas vraiment surpris. Nous nous attendions à retrouver l'ADN d'espèces animales connues. Ce chupacabra serait donc issu du croisement entre un coyote et un loup, un coy-loup. Mais pourquoi ce spécimen est-il dépourvu de poils? Pourquoi a-t-il des dents et des griffes aussi impressionnantes? La plupart des animaux qui ont été pris pour des chupacabras se sont avérés avoir ce qu'on appelle la gale sarcoptique, ou gale du chien. C'est une dermatose causée par un minuscule parasite externe qui, en mordant la peau, provoque de fortes démangeaisons. Par conséquent, les animaux se grattent, se frottent, se lèchent, et ils perdent encore plus de poils. Les lésions cutanées provoquées par l'acarien et par le frottement entraînent des infections secondaires qui accélèrent encore la perte des poils. Et le fait que les animaux se lèchent et se frottent continuellement conduit à un épaississement de la peau qui développe de plus en plus de pigments et finit par ressembler à une peau d'éléphant. Voilà donc le vrai monstre de cette histoire, le sarcopte. Il peut y en avoir jusqu'à 200 dans un seul follicule pileux. Il se compte donc par millions sur un animal atteint de gale sarcoptique.
Mais pourquoi l'animal suce-t-il le sang de ses victimes, comme on le raconte? Est-ce même possible? Un animal de la taille qu'on prête au chupacabra ne pourrait pas se contenter de sang pour vivre. Il lui faudrait se nourrir d'autre chose. Mais il est difficile pour des gens non formés de déterminer si un animal qui a été tué est effectivement vidé de son sang. Le fait qu'il n'y ait pas de sang visible en surface ne signifie pas qu'il n'y en a pas à l'intérieur du corps. La plupart des nécropsies des supposées victimes de chupacabra montrent qu'elles n'étaient pas vidées de leur sang. En principe, un coyote chasse des animaux sauvages. Mais quand il est affaibli par la maladie, comme celui-ci, il ne peut s'en prendre qu'à des animaux de ferme qui n'ont pas la possibilité de fuir. La véritable victime, c'est lui. Chaque monstre est le produit d'un phénomène culturel, politique ou scientifico-médical. Mais les gens ne peuvent pas l'entendre parce que le monstre existe dans leur réalité subjective, qui s'oppose à l'explication objective et rationnelle. Les deux aspects sont pratiquement inconciliables. Dragon, licorne ou chupacabra, toutes les créatures de légende s'inspirent d'êtres bien réels, déformés par notre imagination, et dont nous seuls avons fait des monstres.